Dernier thème du programme d'histoire de première, la Première Guerre mondiale, le suicide de l'Europe et la fin des empires européens. Composé de 3 chapitres, ici les 3 parties du développement, ce thème conclut le programme de première et ouvre celui de terminale, largement consacré au XXe siècle. Ce thème a pour particularité de se décentrer de la France pour revenir aux échelles continentales et planétaires. De 1914 à 1918, plus de 30 pays s'affrontent dans un conflit aux conséquences humaines, matérielles et sociales sans équivalent, particulièrement en Europe, dont la géopolitique est bouleversée. Mais cette guerre, si elle concerne surtout un vieux continent en cours d'autodestruction, voire au bord du suicide, pour reprendre les mots du pape Benoît XV et les mots du titre, façonne aussi un nouvel ordre mondial. Le monde, en 1919, ne ressemble plus à celui de 1914. Comment et pourquoi la Première Guerre mondiale transforme-t-elle le monde? Voici notre problématique. Première partie, chapitre 9, un embrasement mondial et ses grandes étapes. La première de ces étapes est de comprendre les multiples causes de cette guerre. Au début du XXe siècle, il y a de nombreuses tensions entre les pays européens. Des rivalités économiques entre les grandes puissances industrielles, Allemagne, Royaume-Uni, France, en concurrence pour le statut de première puissance européenne, des rivalités coloniales en Afrique, entre la France et l'Angleterre, mais aussi entre la France et l'Allemagne, et des rivalités territoriales et nationalistes. Les guerres de 1912 et 1913 ont redessiné la géopolitique de l'Europe centrale, ce qu'on appelle la poudrière des Balkans, où l'Empire ottoman en déclin, l'Empire de Russie et l'Empire d'Autriche-Hongrie espèrent étendre leur influence. Ailleurs en Europe, des tensions éclatent entre la France et l'Allemagne, pour l'Alsace-Moselle, mais aussi entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, ou l'Autriche-Hongrie et la Serbie. Une guerre apparaît inévitable dans les premières années du XXe siècle. Les puissances européennes créent alors des alliances défensives pour être soutenues si elles sont attaquées. La France, l'Angleterre et la Russie forment la triple entente, et la Russie s'allie également avec la Serbie. De l'autre côté, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie forment la triple alliance. Le 28 juin 1914, François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, est assassiné dans la ville bosnienne de Sarajevo, un territoire annexé à l'Empire d'Autriche, mais que la Serbie convoite. C'est un déclencheur. L'Autriche utilise l'incident pour accuser la Serbie d'avoir commandité le meurtre et lui déclare la guerre, ainsi qu'à la Russie, alliée à la Serbie. Les alliances se mettent alors en marche. L'Allemagne, la France, l'Angleterre entrent en guerre au début du mois d'août 1914. Seule l'Italie refuse d'honorer son alliance défensive au motif que son allié autrichien est responsable du conflit et non la victime. Ce conflit, que personne n'imagine alors durer 4 ans, connaît plusieurs périodes. Dès août 1914, plusieurs fronts s'ouvrent en Europe, notamment pour l'Allemagne qui affronte la Russie à l'est et la France à l'ouest. Sur le front ouest, justement, l'Allemagne envahit rapidement la Belgique et enfonce l'armée française. D'août à novembre 1914, c'est la guerre de mouvement. Les armées avancent, reculent, parfois de plusieurs dizaines de kilomètres, selon le résultat des batailles. On cherche alors à déplacer ces soldats plus rapidement que ceux de l'ennemi. Mais aucune armée ne remporte de bataille décisive, et la guerre, que l'on pensait courte, se poursuit. C'est la guerre de position qui donne l'avantage aux défenseurs. Toutes les grandes offensives sur le front de l'Ouest, Verdun, la Somme, le chemin des Dames, sont des échecs. En mars 1918, l'Allemagne est affaiblie par un blocus économique, par un risque de famine, par une armée usée, et tente une ultime offensive sur le front ouest, sans succès. C'est le retour de la guerre de mouvement, de mars à novembre 1918. Partout, la Triple Alliance et ses alliés s'écroulent durant l'automne. L'armée allemande est refoulée jusqu'à sa frontière. Elle n'a d'autre choix que de demander l'armistice, la fin des combats, le 11 novembre 1918. Au fil du temps, cette guerre européenne devient mondiale. Plus de 30 pays mobilisent 70 millions d'hommes. Les puissances coloniales font intervenir leurs soldats asiatiques ou africains, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Américains viennent combattre en Europe. De même, les fronts s'ouvrent sur plusieurs continents. On se bat en Asie, on se bat en Afrique. Sous-marins et marines de guerre s'affrontent dans l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Jamais autant de pays, ni de lieux de bataille, n'avaient participé à une même guerre. 1917 restera l'année décisive de ce conflit. L'Empire russe
et son économie rurale incapable de soutenir une guerre longue est confrontée à des désastres militaires en plus d'une famine. Deux révolutions éclatent, menant au pouvoir le parti bolchevique de Vladimir Lénine. La Russie se retire alors de la Première Guerre mondiale, mais cette défection est compensée par l'arrivée des États-Unis et de sa puissance industrielle, au soutien de la France et de l'Angleterre. Dans cette guerre, l'expérience du combat, qui s'étire sur 4 ans, apparaît encore plus traumatisante. Les conditions de vie des soldats dans les tranchées sont particulièrement dures. La peur, le danger, la violence reçue ou donnée, la solitude, le manque d'hygiène, les maladies, mais aussi l'ennui et l'attente. Les soldats passent leur temps à attendre. Attendre une lettre, attendre la relève, attendre la soupe, attendre d'être tués. Pourtant, les soldats consentent globalement à la guerre. Les engagements volontaires se comptent par millions au début du conflit. Ensuite, soit par patriotisme, devoir ou résignation, soit par peur d'être fusillés, les soldats tiennent. Même les mutineries dans l'armée française en 1917 ne se font jamais sur la ligne de front et réclament souvent la fin des offensives inutiles et assez rarement la paix. Enfin, les images de la femme, qu'elle soit mère, sœur, épouse, fiancée, amante, aident les soldats à tenir car elles symbolisent le foyer, l'arrière et permettent d'éprouver des sentiments humains, l'amour, le désir, la tendresse ou la jalousie, dans une guerre profondément déshumanisante. Deuxième partie, chapitre 10, les sociétés en guerre, des civils acteurs et victimes de la guerre. Les populations civiles sont actrices du conflit car elles sont au service de la guerre totale. Dès fin 1914, toutes les ressources, la vie économique et sociale des pays belligérants sont entièrement mobilisées pour la victoire finale, c'est la guerre totale, que ressentent quotidiennement les populations. Les économies des pays tournent autour de l'effort de guerre. La priorité est de constituer des stocks d'armes, de munitions, d'équipements. Les entreprises les plus réputées réorientent leur production, comme Renault en France. Pour remplacer les hommes, les femmes occupent de plus en plus d'emplois dans les usines, les transports, l'administration et obtiennent des responsabilités professionnelles et familiales qui débouchent dans certains pays sur l'obtention du droit de vote, mais pas en France. La mobilisation des savoirs techniques et scientifiques participe aussi à cette guerre totale. Scientifiques et ingénieurs inventent des armes de plus en plus meurtrières, les chars, le gaz, les avions, le lance-flammes, et la médecine soigne les blessures de plus en plus spectaculaires. C'est la radiographie de Marie Curie ou la chirurgie maxillofaciale pour les gueules cassées ou encore l'invention de prothèses pour les amputés. La propagande entretient la mobilisation morale et intellectuelle. Les civils doivent être persuadés que la victoire est possible et que la guerre est juste. Ils sont incités à donner leur argent à l'État via les emprunts nationaux. Le rôle des femmes est magnifié et la haine de l'ennemi est entretenue, parfois avec le concours de la science. Parallèlement, l'information est contrôlée par la censure, y compris les lettres des soldats, ce qui limite la liberté d'expression et le découragement. C'est ce que l'on appelle le bourrage de crâne. Mais les populations civiles sont aussi victimes de la guerre. Au malheur habituel d'un conflit, l'absence ou la perte de l'être aimé, l'exil loin de sa maison, les massacres lors d'une invasion, s'ajoutent les souffrances d'une guerre qui se prolonge, le rationnement de la nourriture, la privation de marchandises de première nécessité, voire même des famines, notamment dans l'Empire ottoman. Le coût de la vie augmente, déclenchant en 1917 des grèves en France ou au Royaume-Uni pour obtenir des augmentations de salaire, grèves qui seront ensuite relayées par les mutineries au front. D'autres souffrances nouvelles viennent s'ajouter, les bombardements aériens, contre lesquels les civils ne peuvent rien, ou encore les déportations forcées. Finalement, tout ce que subiront les civils durant la Deuxième Guerre mondiale, les guerres de décolonisation ou la guerre froide, trouve racine dans la Grande Guerre, à tel point que l'historienne Annette Becker parle de la Première Guerre mondiale comme d'un laboratoire de la violence du XXe siècle contre les civils. Cette violence débouche sur le génocide, c'est-à-dire la destruction volontaire d'un peuple pour des raisons ethniques ou religieuses, des Arméniens, à partir de 1915. Alliés à l'Allemagne, accusant les Arméniens de soutenir l'ennemi russe, les Turcs décident d'éliminer ce peuple minoritaire de leur empire. Durant 1 an, les massacres et les marches forcées dans le désert entraînent la mort d'environ 1 million d'Arméniens, soit près des 2/3 de cette minorité, malgré la condamnation des Alliés et des États neutres. Si le mot génocide n'existe pas encore, il est créé en 1944,
on parle déjà à l'époque d'extermination monstrueuse de toute une race, pour reprendre les mots d'Aristide Briand, le président du Conseil français.